Nous avons pris l'habitude dans ce mandat de commencer les conseils municipaux à l'heure, donc il est 20h30 et nous allons donc commencer le conseil municipal. Avant de passer au point inscrit à l'ordre du jour, Monsieur Fallat, le directeur de l'OPH, a répondu à mon invitation, à notre invitation, suite au vote négatif de la commune pour garantir un emprunt de l'OPH. Donc j'avais expliqué les raisons avant le vote qui allait pousser le groupe majoritaire à voter de manière négative sur ce point à M. Fallat. Puis le président de l'OPH, M. Glavani, nous avons discuté ensemble, je l'ai reçu, il m'a expliqué, je lui ai fait part de mon point de vue et je lui ai proposé que nous puissions discuter avec M. Fallat des raisons et échanger une nouvelle fois au conseil municipal. Néanmoins, du fait de la réponse tardive de l'OPH sur cette invitation, le point qui était inscrit à l'ordre du jour avant que nous envoyions les ordres du jour à chacun de vous a été retiré. Nous allons toutefois pouvoir écouter M. Fallat sur ce sujet. M. Fallat, si vous voulez bien. Merci. Donc, l'histoire du logement social en France est relative. C'est mieux comment? Là-bas? Voilà. Alors, l'histoire du logement social en France, c'est l'histoire tout simplement qui a à peu près un siècle et qui, au fur et à mesure du temps, développe un patrimoine sur l'ensemble du territoire national d'environ 4,5 millions de logements. Vous imaginez, c'est très important. Alors, comment on fait un logement à loyer modéré et pourquoi on le fait et comment arrive-t-on à équilibrer une opération immobilière, que cela soit en construction neuve ou en réhabilitation, tel est bien le sujet, pour faire en sorte d'avoir à la sortie des gens qui sont à faible ressources et qui peuvent profiter d'un loyer modéré, tout en leur préservant, ce qui est d'actualité plus que jamais, le pouvoir d'achat nécessaire à la vie de tous les jours. C'est bien ça notre rôle, loger les gens à faible ressources. Alors, un patrimoine de logement social, c'est relativement simple. Nous achetons sur du neuf. On l'a fait avec l'opération des Genêts ici. Nous achetons un terrain, nous prenons un architecte, nous faisons dessiner l'opération, dépôt de permis de construire et montage de l'opération financière. Et nous sollicitons les emprunts, tout est assujetti à la mobilisation d'emprunts. 40 ans pour les bâtiments, 50 ans pour le terrain. C'est très long. Personne d'entre vous peut profiter d'un prêt à 40 ans ou 50 ans. Nous, oui, parce que c'est l'alchimie de la Caisse des dépôts qui le fait. Elle collecte l'argent du livret A et elle le transforme, l'argent de ses épargnants, de tous les Français, elle le transforme sur des prêts long terme qu'elle adosse sur des sûretés immobilières que sont les organismes HLM. Ça existe, ce montage-là, depuis un siècle. Et France entière, y compris Dom-Tom, ça marche comme ça. Donc l'organisme HLM construit, fait son montage d'opération, demande le conventionnement avec l'État, va chercher l'emprunt à la Caisse des dépôts et consignations, et la Caisse des dépôts et consignations, depuis qu'elle existe, et plus d'un siècle maintenant, accorde l'emprunt à une seule et unique condition, que l'opération soit équilibrée, deux exactement, et la seconde condition, qu'il y ait la garantie de la collectivité locale sur laquelle s'installe l'opération, en l'occurrence Vic en Bigorre. Je vous rassure, on a fait des opérations partout. Il y en a dans toute la France, des HLM, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, il y aurait au moins 4,5 millions de Français qui seraient dans une situation un peu délicate pour se loger. La garantie d'emprunt, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas une caution personnelle. La Caisse le demande, et dans les Hautes-Pyrénées notamment, 40% pour la commune, 60% pour le département. Nous sommes un organisme départemental, notre collectivité de rapprochement est un conseil départemental, eh bien 60% nous est accordé pour la garantie par le conseil départemental. Que ça se passe à Tarbes, à Castelnau-Magnoac, à Vic-en-Bigorre, à Lille, à Paris, à Mulhouse, à Brest, à Nancy, c'est comme ça. Quelle que soit la coloration politique, ça
peu importe, le montage est celui-là. Alors, ça c'est pour le neuf. Pour la réhabilitation de nos bâtiments, il en est de même, nous en avons fait plusieurs ici, on fait à peu près 250 réhabilitations thermiques par an sur l'ensemble du département. Vous voyez aussi l'effet de levier économique que ça représente pour l'entreprise du bâtiment, excusez-moi du peu, mais ça engage quand même presque 40 millions d'euros de travaux sur le territoire départemental au profit d'entreprises départementales, quand même. Donc comment ça marche pour une réhabilitation du patrimoine? On l'a fait sur Tivoli, vous savez, l'immeuble qui est le long du cours d'eau avec les deux façades peintes, hein, une avec Pipiou et l'autre avec le cours d'eau. Partout, c'est toujours le même montage. Nous faisons le projet, nous engageons les entreprises, nous mobilisons un emprunt auprès de la Caisse des dépôts, qui est l'organisme national prêteur de tout le logement social français. Et pas que. Les entreprises peuvent aller aussi emprunter sur les fonds de développement économique, la Caisse des dépôts. Mais en ce qui me concerne, je ne gère que des logements à loyer modéré. On va donc chercher cet emprunt à la Caisse des dépôts consignation, et celle-ci, rebelote, me dit, monsieur Fala, il me faut une garantie d'emprunt de la commune à 40% et 60% pour le département. Alors qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence pour vous, collectivités locales? De fait, depuis que le monde est monde dans le logement social, ce n'est qu'un jeu d'écriture. C'est comme ça, c'est la règle, nous ne pouvons pas y déroger. Faute de quoi, la Caisse des dépôts de consignation me demande d'aller chercher une garantie d'emprunt ailleurs. La CG2LS, c'est notre mutuelle d'HLM. Cette mutuelle, on y cotise tous, vous avez une cotise, et elle nous garantira l'emprunt moyennant finance. Donc ça me dégrade mon opération économique. Et ça impacte sur le montant des loyers des gens, évidemment. De ce fait, pourquoi c'est indolore, sans saveur, sans odeur pour une collectivité locale? Pour la bonne et simple raison que si un organisme HLM, nous, Promologie, la CEMI, Mulhouse Habitat, Paris Habitat, que sais-je, qui vous voulez, la Soginor, peu importe, venait à être en difficulté financière majeure, le premier réflexe de la tutelle des organismes HLM, de la Fédération des offices et de la CG2LS, c'est de nous imposer un plan de redressement. Qu'y a-t-il dans ce plan de redressement? L'obligation de vendre du patrimoine, d'améliorer notre gestion et de mettre en œuvre tous les moyens de correction pour améliorer la situation financière. Ça a été le cas de l'Office des Hautes-Pyrénées en 1993. Depuis, cet office va bien, très sincèrement. Cette année, il sort un résultat de 5 millions d'euros. On réinvestit en totalité dans tous les travaux qu'on a à faire. Du neuf, de l'ancien, des résidences seniors, des EHPAD, j'en passe les meilleurs. L'année dernière, 4,6 millions. On a réinjecté en totalité. Si vous voulez, l'intérêt d'un organisme, c'est d'apporter un logement de qualité, mais également d'assurer ce qu'on appelle l'effet contracyclique dans le monde de l'économie, c'est-à-dire d'être un effet d'amortisseur de la crise économique, notamment pour les entreprises du bâtiment qui sont plus que dans les difficultés aujourd'hui. Et on assume ce rôle. Alors le fait que vous n'ayez pas pensé utile d'accorder la garantie d'emprunt impacte deux choses. La première, ça me fait, pour moi, directeur d'office, réfléchir bigrement sur une collaboration avec une collectivité locale, et vous comprendrez aisément. Deuxièmement, je me suis dit, ou ça m'a été expliqué, je ne peux pas imaginer que nous arrêtions une collaboration. Donc de ce fait, je dis, il faut qu'on s'en explique. Mes excuses si la réponse est tardive, je ne sais pas de plus. En tout cas, je suis venu tout de même vous expliquer cela. Elle est arrivée aujourd'hui, la réponse. Excusez-moi, c'est arrivé aujourd'hui. Voilà. Là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, la situation évoquée est assez atypique. Elle reste très sympa. C'est-à-dire que c'est la première fois dans ma vie professionnelle, qui compte 27 ans dans le logement social. J'ai fait plusieurs communes, Lille, Mulhouse, Clichy, ici. C'est la première fois de ma vie que je vis ça. Alors, vous allez me dire, il faut qu'il y ait une fois pour commencer. Certes. Enfin, je m'en serais passé. Pour deux raisons. La première, nous avons l'envie de continuer à réhabiliter et à entretenir notre patrimoine sur les temps vigueur. La deuxième, le patrimoine vétuste, on l'a vidé, et ce sont les immeubles Sartou qui sont murés là-bas et qu'un jour on devra démolir. Là aussi, la démolition, vous allez chercher de l'emprunt pour me payer la démolition. On reviendra vous voir pour la garantie de cet emprunt-là.
Si vous me dites non, je fais quoi? Je laisse mes tours pourries au milieu du paysage. Vous allez me dire, c'est minable, et à juste titre. Enfin, dernière opération qu'on a menée chez vous, c'est l'opération des Genêts. La route, hein, le village. Je pense que ça va. Là également, oh ma surprise de voir les voiries rester propriété de l'office. Je dis, c'est pas possible, où on ne se comprend pas bien, où il faut que j'ai une explication un peu plus pédagogique avec vous. Lorsqu'on monte une opération immobilière de cette nature, des maisons en village, groupées en lotissement, on ne va pas faire l'histoire de ce lotissement. C'est un lotissement qui était planté, on ne vendait pas, il y a eu une maison, un lot qui a été vendu, et le promoteur, le Char, est venu nous proposer une opération groupée d'une centaine de pavillons. Ce qui allait bien parce qu'on vidait les immeubles Sartrou, et donc ça nous permettait de reloger aussi les gens de Sartrou. Je passais avant de venir. Lorsqu'on dépose un permis de construire, on demande, on a demandé, on a sollicité le service pour lui dire est-ce qu'à terme vous intégrerez les voiries? Et la réponse habituelle, c'est de dire bah oui, si vous respectez le cahier des charges techniques de construction de la voirie. L'enrobé, la sous-couche, l'assainissement, la pente, les tampons, les égouts, le fil d'eau, etc., etc. Ça, c'est neuf. Ça fait maintenant 2 ans, je crois, hein, de vie. On peut recontrôler la qualité du produit, celle-là. Et traditionnellement, nous demandons, à juste titre, que ces voies s'intègrent dans le domaine communal, public ou privé de la commune, peu importe, dans le domaine communal. Pourquoi? Parce que nous payons, lorsqu'on dépose un permis de construire, une taxe d'aménagement, l'ancienne taxe locale d'équipement. Taxe locale d'équipement. Et là, dans ce projet comme dans bien d'autres, nous avons tout réalisé. La route, les égouts, les branchements, plus on paye la taxe d'aménagement. Deuxièmement, les gens qui sont là payent une taxe d'habitation qui doit prendre en compte les services communaux qui leur sont rendus pour la taxe d'habitation qu'ils payent. C'est la moindre des choses, c'est partout vers ailleurs. C'est pour ça que je trouve normal qu'on prête les opérations d'usage locatif à loyer modéré de la même façon que les autres. Vous avez sans doute énormément de voies qui sont intégrées dans le domaine communal. Je ne comprendrais pas que ces voies ne soient pas intégrées dans le domaine communal. D'autant plus qu'elles sont réalisées techniquement et conformément au cahier des charges de la collectivité locale. Il en est de même sur Tarbes, sur Bordère, sur Mazette, quelle que soit la couleur politique de la commune, ça m'est égal. Nous, on est là pour faire notre métier, et ce métier, on essaye de le faire au mieux de nous. Voilà les 2 points que je voulais évoquer avec vous. Si vous avez des questions, vous me les posez, puis après, vous avez votre conseil municipal, je ne vais pas abuser du temps qui m'est imparti. Je vous remercie, Monsieur Falla. Pour revenir sur quelques points quand même, ce n'est pas que nous n'avons pas jugé utile d'apporter cette garantie, c'est que nous pensons que fondamentalement, il n'est pas de la responsabilité ni du métier ni du savoir-faire de la commune de pouvoir évaluer le risque propre à cette garantie. Je sais bien que traditionnellement, on a eu l'occasion d'en discuter avant le refus, puisque je vous avais contacté. La commune, et le vrai problème là-dedans, c'est que tous les arguments qui consistent à dire traditionnellement, en ce qui concerne justement l'investissement public et la dépense publique, sont des arguments qui, aujourd'hui, en 2016, ne tiennent plus vraiment. Notre pays, nos collectivités locales sont surendettées et les générations qui nous ont précédés ne se sont pas comportées, de ce point de vue, avec la prudence qui aurait été nécessaire pour justement laisser voir un futur plus radieux, plus serein aux générations futures. C'est pour ça que nous avions, lors du mandat précédent, déjà voté contre ces garanties d'emprunt, et c'est pour ça que cette fois-ci, nous avons de nouveau voté contre. Ça ne veut pas dire que nous soyons contre ni le logement social, ni l'OPH en particulier. Vous pourrez témoigner que quand il s'est agi de proroger un bail pour justement vous aller dans votre sens, nous l'avons fait. Il ne s'agit pas justement de condamner un type de logement, bien au contraire. Je pense que nous avons tout à fait besoin. Mais il s'agit de dire de manière ferme, les communes, les collectivités ne sont pas et n'ont pas vocation à être les caisses d'enregistrement des bailleurs sociaux. Là-dessus, je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental. Et les sommes en jeu, d'ailleurs,
sont assez symboliques. Il s'agit d'un emprunt à peu près de 200 000 €, et donc la garantie ne va pas mettre à mal fondamentalement les finances de la commune. Mais c'est une question de principe que nous avons voulu, je dirais, affirmer, et je pense que c'est un débat qui mérite d'être porté, parce que soit il n'y a pas de risque, et auquel cas, ces garanties sont superflues. Pourquoi demander une garantie dès lors qu'il n'y a pas de risque? Soit ces garanties ne sont pas superflues. Oui, mais le c'est comme ça, si vous voulez, quand on est comme moi et qu'on a 34 ans, on ne peut pas s'en satisfaire. On ne peut pas s'en satisfaire du c'est comme ça dans le monde qui vient. On ne peut pas se satisfaire de la situation telle qu'elle est. Et je pense... non, simplement, je vais laisser parler assez longuement, et vous voyez comment au conseil municipal de Vic, on veut bien discuter et écouter les arguments. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la commune n'est pas la seule collectivité qui peut souscrire à cette garantie. À Tarbes, par exemple, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, il s'agit bien du Grand Tarbes qui souscrit aux garanties. Oui, parce qu'il y a une agglomération. Et il fut un temps, la commune a garanti les emprunts. Oui, il fut un temps. Mais en tout cas, voilà, il fut un temps. Les choses peuvent évoluer dans ce sens-là. Et ça, il me semble que c'est tout à fait important. Quant à la question des voiries qui passeraient dans le domaine public, je suis tout à fait conscient de la pertinence de ce que vous dites, sauf que vous ne voyez qu'une partie du problème. L'autre partie du problème, et moi comme maire, je dois faire face à l'ensemble des problématiques de la commune, c'est que d'autres lotissements, dont les voies sont privées, me demandent une restitution, enfin une appropriation publique de ces voiries pour que justement l'entretien soit un entretien public. Si je dis oui au Genêt, j'ai 3 ou 4 autres lotissements qui viendront me demander la même chose. Et à ce stade, je ne suis pas sûr que les finances de la commune, parce que ce serait au détriment d'autres projets, puissent y répondre. Donc c'est pour ça, il ne s'agit pas, et c'est vraiment ce que je veux que vous compreniez ce soir, il ne s'agit pas du tout ni d'un caprice, ni d'une prise de position, je dirais bêtement politique, parce que ça c'est de la politique à l'ancienne qui est assez déplorable en réalité, mais il s'agit au contraire d'une réflexion fondamentale sur le rôle des collectivités locales et le rôle de la commune. Vous avez vu que la clause de compétence générale sur les communes est fondamentalement discutée. Eh bien, je ne crois pas que nous soyons en mesure, ni dans nos services, ni nous comme élus, d'évaluer un risque. Et la preuve en est, c'est que si vous allez voir justement d'autres organismes qui pourront vous donner cette garantie, ils vous la feront payer. Parce que justement, ils mettront un prix sur ce risque. Et nous sommes incapables de mettre un prix sur ce risque. Donc ça, c'était l'argument premier et l'argument de fond que je vous avais déjà exposé. Maintenant, je veux revenir sur autre chose parce qu'entre-temps, j'ai pu lire une interview de votre part, en tout cas ce qui a été présenté comme une interview de votre part. Donc je voudrais savoir si effectivement vous aviez accordé une interview. Oui, j'ai accordé une interview, bien sûr. D'accord. Donc c'est une interview qui est quand même, enfin, est-ce que ces propos sont véritables? À savoir, le nouveau maire de Vic nous a tourné le dos. Et pour conclure, il est clair que l'OPH ne mènera plus de projet sur Vic. Est-ce que comme directeur de l'OPH, votre président n'était pas au courant de l'interview? Il n'était pas au courant, exactement. Est-ce que comme directeur de l'OPH, vous assumez cette démarche très clairement politique, puisqu'il s'agit d'un pamphlet qui est clairement sur notre opposition? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon, alors que je vous ai à chaque fois appelé, que je vous invite en conseil municipal, que c'est une bonne façon d'avoir des relations constructives et justement de pouvoir avancer ensemble? Alors, pour vous répondre, on va commencer par la fin et on finira par... On me demande des réponses, je les apporte. En l'occurrence, il est évident que si à chaque demande de garantie d'emprunt, je me fais tacler, entre guillemets, mes opérations sont nulles et non avenues. De ce fait, évidemment que j'arrêterai mes opérations sur Vic. Et j'ai plein d'autres opérations à mener ailleurs. Il y a 8600 logements à l'OPH 65 répartis sur l'ensemble du territoire. Pas grave. Je dirais là on me sollicite, là on m'appelle et là on veut bien m'accorder les garanties d'emprunt nécessaires à l'opération. Donc, clairement, oui, si je n'ai pas un terrain d'entente et un mode de travail avec vous, que voulez-vous que je fasse? J'arrêterai ma collaboration avec ici. Ce n'est pas ce que m'a dit votre président. Ah ben, lui, il pense différemment. Il me dit, d'ailleurs, voilà, vous êtes allé un peu loin. Je dis, oui, mais bon, quand même, à un moment, un chat, c'est où on bosse ensemble, on ne peut pas bosser ensemble. On a déjà travaillé ensemble. Je sais. Et donc, oui, mais là... Et j'ai eu la courtoisie de vous appeler pour vous expliquer avant la décision. À 1 heure avant le conseil municipal, oui. Pas de souci. Ça, c'était avant. Et
Ceci étant, c'est 1 heure avant le conseil municipal pour me dire on ne votera pas la garantie d'emprunt. Bon, moi aussi, je veux dire, la courtoisie, je vais vous appeler 1 heure avant, vous dire, bah, écoutez, monsieur le maire, je fais plus d'opérations. Non, ça se fait pas. Là, je n'ai pas, j'ai pas eu un coup de fil, j'ai eu justement une petite interview dans un pamphlet qui est de mon opposition. C'est Mais c'est pas grave, je peux vous qui accorder choisissez d'entrer dans une démarche je politique, peux- que je peux- récuse. Hein. Je peux vous accorder une interview dans votre journal municipal, il n'y a aucun problème. Vous voyez, mes propos sont plus que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas voter pour M. Clément Monet. Vous avez... Je ne me permettrai pas, je ne suis pas citoyen victime. Mais par contre, j'ai le droit d'exprimer un point de vue. Oui, si on me bloque la porte, je ne passe plus. Et donc, si je ne passe plus, je ne peux pas rien faire. Vous pouvez passer avec la communauté de communes. Deuxième point. Vous pouvez passer avec la communauté de communes. Vous pouvez avoir une garantie d'emprunt avec une communauté de communes. On verra. En tout cas, c'est une possibilité. On verra, on questionnera la communauté de communes, on verra. Je reviendrai vous expliquer ou vous dire. Deuxième étape. Vous me dites, sur le deuxième point de votre... Sur les voiries. Les voiries. Les voiries. Eh bien, moi, j'ai pas été à cette école-là. J'ai élevé dans des villes France, dans mon travail, en tout cas, élevé professionnellement. Et puis, les Blancs, on les intègre dans le domaine communal parce que ça fait la route à découverte à la circulation publique, c'est pas privé, il n'y a pas une barrière, il n'y a pas un garde à l'entrée comme une cité américaine. Donc oui, c'est ouvert à la circulation publique, donc ça relève de la dominalité publique. A priori, bon, les gens payent des impôts pour l'entretien de la forêt, c'est normal qu'on fasse la barbouilleuse, ramasser les poubelles, qui payent en plus une taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Bref, tous ces services urbains, les gens y contribuent, c'est normal. L'argent ne vient pas du ciel, ce sont bien les contribuables qui contribuent. Par ailleurs, sur le logement social, si je passe là 10 km on est dans le 64, on est nous avons actuellement 5 opérations dans les dernières années. Le champ de compétence qui est large, c'est la région, le département, la région Midi-Pyrénées, grande largeur maintenant, et en plus les départements limitrophes à la région Midi-Pyrénées. Vous imaginez l'aire de jeu sur laquelle on peut... 4 opérations de maires qui sont sollicités sur les 64. Là-bas, ils n'ont pas la même politique que vous. Ils apportent, non seulement ils apportent la garantie d'emprunt, mais ils apportent en plus de l'aide à l'investissement. Le maire d'Assat, le maire de Sauvagnon, le maire de Morlas, sont des maires avec qui on travaille, bien ces élus-là, au titre de la politique départementale mise en œuvre sur le département donne 3%, donne subvention 3% dans une opération, subvention d'équilibre. Et le département, 6%, ce qui fait un total de 9%. Ici, dans le 65, 0. On demande juste la garantie d'emprunt. Et celle-là, en plus, elle nous est refusée. Vous comprenez qu'il y a un écart qui est quand même symptomatique. Mais enfin, cet écart-là, pour après, terminer, après, je me tais, après, je vous laisse travailler. Vous argumentez sur le fait que les collectivités en France, précédemment, se sont surendettées. La garantie d'emprunt que vous accordez à qui que ce soit n'accroît pas votre endettement. Aucunement. C'est-à-dire, c'est lorsque vous empruntez pour faire des investissements que votre cote, A, 2A, 1A, B, etc., sur le scoring de la crédibilité, de la confiance de la collectivité qui opère les banques, joue. Vous pouvez accorder des garanties d'emprunt pour l'hôpital, pour ce que vous faites sans doute d'ailleurs. Parce que demain, si vous refusez garantie d'emprunt pour les travaux hospitaliers, ça va peut-être faire des ordres aussi. Pour les logements sociaux, je rappelle par ailleurs qu'il y a eu des collectivités locales ou des organismes HLM ont fait des centres-villages, où on a accompagné le développement touristique ici en montagne. On a 5 opérations de logement pour à vocation touristique qu'on a réalisé, que l'OPH a réalisé à la demande de collectivités locales, parce qu'il fallait créer 100 lits à Val-Louron, 50 lits à Bordère, etc. etc. S'il n'y avait pas eu l'implication de l'organisme, il faut s'en servir comme un outil de développement, comme un effet de levier de développement. Et c'est en lui apportant toutes les cautions, tous les soutiens possibles que ça marche. Il est évident que quand on me dit, ben non, que je n'aurai pas de garantie d'emprunt, parce que ça me surendette la commune, parce que j'ai envie d'innover dans la gestion communale, c'est votre choix, je respecte. Permettez-moi simplement de dire, ah non, c'est pas comme ça que je peux travailler. Donc oui, évidemment, ça me bloque. Alors, sur l'idée, vous avez évoqué plusieurs projets dans le 64, où il y avait non seulement une garantie d'emprunt, mais en plus du financement. Je trouve ça tout à fait bien, et il n'est pas du tout exclu qu'on puisse le faire avec. La seule différence, ce que je vous ai dit, et ce que je pense fondamentalement vrai et juste, c'est qu'on est dans une démarche tout à fait différente. Quand il y a un projet qui peut être en partenariat, un projet avec un besoin municipal, avec une volonté municipale, avec une volonté de gens qui sont élus
par la collectivité, alors là, oui, on peut même financer à plus de 3%. Quand il y a ce besoin-là, on peut trouver des solutions. On peut trouver des solutions ensemble. Honnêtement, on a travaillé sur la maison de santé, ça rejoint un petit peu ces problématiques. Avec la communauté de communes, on a essayé de travailler, on a mis beaucoup de volonté. Et il y aura du financement. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas du tout financer ça. La seule chose, et ce à quoi moi je me refuse, c'est que dès lors qu'il y a un projet, un emprunt, dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissements financiers ou pas, on doit dire oui, ok. On doit dire oui. On ne veut pas être, je ne pense pas que le rôle des communes soit être des caisses d'enregistrement. Vous avez raison, il ne faut surtout pas être caisse d'enregistrement. Voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait différent. D'autant plus que ces projets-là, si vous voulez, moi, peu importe la politique locale développée, mais je les ai développés, moi je n'ai connu que M. Border, Jean Border, maire ici. Je vous connais aujourd'hui comme maire, j'ai le respect le plus total des élus, quel que soit leur bord politique. Le schéma de développement que nous avons mis en œuvre sur Vitry-en-Niort, je l'ai évoqué clairement ici à plusieurs reprises, en disant, voilà, nous allons réhabiter notre parc ancien, nous allons construire du neuf, nous allons démolir Sartou, etc. C'est un fil directeur. Je n'ai pas changé un iota du cap sur lequel j'étais mis. Le fait que vous changiez les paramètres et vous modifiez le paradigme, évidemment, ça me bloque. Je vous dis sincèrement, ça me bloque. Je souhaite que vous puissiez trouver une solution, notamment avec d'autres collectivités, notamment avec la communauté de communes, qu'on puisse travailler dans ce sens-là. Je pense que, bon, on parle de quoi au niveau de la garantie, s'il s'agit de faire avec votre mutuelle, ça va vous coûter quoi, 3 000 à 4 000 euros? On parle de ça. Hein. Voilà, à peu près. Oui. C'est simplement par rapport à un budget de l'OPH qui est de... Oh ben, il est plus important que celui de la commune de Vic. Moi, mon budget, il est de 40 millions d'euros. Vous voyez. Mais le budget, oui. Le résultat... bien sûr, le résultat, après, vous le réinvestissez, bien sûr. Mais bien sûr. Pas d'impôt, et on ne vit que des loyers des gens les moins fortunés du département. Et malgré ça, avec notre rigueur de gestion, on essaye de sortir un résultat qu'on réinjecte dans l'économie locale. Bien sûr. Et c'est très bien. Mais sur donc, le système... pas de BNF, on ne rémunère pas de fonds de pension. Ouais, on est très transparent. Une gestion un peu... Visiblement, on a subi le contrôle de l'organisme de tutelle, l'ANCOLS, la ex-mission interministérielle du logement social. On va passer les mêmes. Bon, merci en tout cas de m'avoir reçu. Je vous en prie, ça me semble tout à fait normal. Et dorénavant, si vous avez d'autres choses à pouvoir dire, n'hésitez pas à m'appeler plutôt qu'à passer par... Mais je vous accorderai un interview si vous le souhaitez. Pas de problème. Interposé. Madame Corsini. Martine Corsini, conseillère municipale d'opposition. Je voulais vous demander s'il y avait des collectivités territoriales de droite qui acceptaient ces cautionnements. Sans doute, madame. La couleur politique n'influe pas sur la garantie de l'emprunt. Neuilly, géré par Nicolas Sarkozy en son temps, créait environ 130 logements sociaux par an sur le territoire de la commune de Neuilly. Moi, je bossais à Clichy, la Garenne d'un côté. Entre les deux, il y a le Valois. Je veux dire, Neuilly garantissait, apportait même des subventions à l'organisation des Hauts-de-Seine. Je dirais des sociétés anonymes privées d'HM qui voilà. Ça n'a pas de sens, la couleur. C'est pas une question. Le logement social, c'est une mission qui vise à donner du logement de qualité, le moins cher possible aux gens qui ont des ressources faibles. L'Allemagne, je suis allé à Berlin il y a 2-3 ans, les loyers à Berlin, sur un T4, c'est 230 euros. Et ils expliquent par ailleurs que le fait d'avoir des loyers faibles, ça leur permet d'avoir aussi des gens avec des salaires moindres et donc plus facilement employables. Vous voyez ? Tout se tient dans notre économie. Hein, et donc, nous sommes un maillon de l'économie. Sur ce point de vue-là, simplement, je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est ni une question de gauche, ni une question de droite. Je dois dire que si on a 2000 milliards de dettes aujourd'hui dans le pays, c'est largement partagé entre la droite et la gauche. Et c'est plutôt une question d'un regard différent, que je ne saurais qualifier sur le spectre politique habituel, mais qui me semble, et qui semble à mon groupe majoritaire, pertinent sur la capacité et sur le métier même de la commune et sur notre capacité à évaluer un risque. Voilà. Je serais ravi d'en rediscuter sur d'autres projets. Et je vous remercie de vous être déplacé. Bons travaux. Bonne continuation. Merci, M. Fallin. Je vais continuer. Je vais vous serrer la main.
Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer le conseil municipal. Monsieur René Noguer a donné procuration à Monsieur Penn, Monsieur Joseph à Monsieur Madrona, Monsieur Abadi est excusé, Monsieur Vergès a donné procuration à Madame Chartrain, Monsieur Jousset a donné procuration à Madame Carrère, Monsieur Vigne à Madame Cardouat, Monsieur Billon à Madame Boiry, Monsieur non, Madame Larmitou est là, voilà, donc elle est arrivée. Et puis Madame Sainty a donné procuration à Madame Bérégaray, Monsieur Paul à Monsieur Médiamol et Monsieur Curette à Madame Corsini. Bien. Point numéro 1 sur l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 24 mai 2016. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Compte-rendu adopté à l'unanimité. La mise en place de numérotation au cimetière, et c'est dit que vous avez demandé la mise en place de plans. Demander à ce que les allées soient numérotées de façon matérielle. On procède à peut-être une appellation différente des allées de manière à dégager des carrés et que sur le terrain, on puisse retrouver concrètement le plan du cimetière. Sinon, franchement, comme c'est fait, même avec un plan, on ne s'y retrouve pas, s'il reste à la place. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Parfait, ce sera amendé. Avant de passer formellement au point numéro 2, je vais donc accueillir messieurs de la SOR pour faire le compte-rendu annuel. C'est vous, monsieur Regard, qui allez le faire? Très bien. Donc, merci à vous d'être présents. Et donc, je vous laisse commencer. Il n'y a aucune raison que ce soit pas serein. Il était assez serein quand même. Voilà. Je vais vous rappeler quelques éléments chiffrés de la distribution de l'eau potable sur votre commune. Je vous rappelle que votre eau distribuée est quasiment en totalité produite sur la station de production d'Artagnan, qui a été mise en service en 1991 pour une capacité de 100 mètres cubes. C'est une eau de très bonne qualité que l'on va pomper directement dans la nappe de l'Adour à une faible profondeur, inférieure à 10 mètres, et qui a un traitement très faible, qui est uniquement de la désinfection au niveau de la station de production, avant que l'eau soit envoyée directement au niveau du château d'eau. Votre château d'eau ayant une capacité de stockage de 900 mètres cubes, qui représente 2 à 3 jours d'autonomie. Donc sur une année complète et sur l'année 2015, votre station de production nous a permis de produire 274 404 mètres cubes. Cette eau a été traitée, transportée au niveau du château d'eau, puis a alimenté les foyers des usagers vicois à travers 51 km de réseau pour un rendement de réseau de 82,1%, ce qui est un bon rendement de réseau. Au total, votre commune de Vic-en-Bigorre compte 2462 abonnés et les vicois ont en tout et pour tout consommé 218 000 mètres cubes sur l'année 2015. Donc voilà pour les généralités. Pour revenir aux chiffres clés, pour ne pas être trop rébarbatif sur la totalité des chiffres, on a voulu faire un petit saut en arrière concernant notamment les consommations. Et on se rend compte que la consommation d'aujourd'hui à Vic, malgré que les usagers aient augmenté de plus de 100 abonnés en 6 ans, mais on constate que la consommation générale a baissé de plus de 2000 mètres cubes.
Donc il faut savoir que cette consommation est essentiellement due à cette baisse de consommation est essentiellement due à la baisse des consommations unitaires. Puisqu'en 2009, la consommation unitaire par abonné était de 94 mètres cubes par abonné, un pic en 2011 sur une année un petit peu chaude, et depuis 2011, on a une baisse continue de la consommation unitaire. Alors, même si l'échelle est un petit peu surprenante et monte à une grande chute, on est quand même passé de 98 mètres cubes par abonné à ce jour 89 mètres cubes. Et tout un tas d'appareillages en fait, pour faire les économies. Donc ça, c'est une tendance majeure que l'on observe avec une baisse, on va dire maintenant un mouvement de fond sur une baisse qu'on ne voit pas s'arrêter des consommations. Avec un point particulier sur Vic en Bigorre, qui est vrai dans toutes les communes qui sont relativement agglomérées. En fait, l'année 2015 a été une année de forte chaleur. Il faut le savoir, très faible pluviométrie, très forte chaleur. Donc on constate quasiment partout en France et plus particulièrement en milieu rural, une augmentation des consommations, un petit artefact en 2015 sur les consommations unitaires. Sauf dans les bourgs vraiment peuplés, comme ici, où on se retrouve à continuer à voir les consommations baisser. Ce qui aujourd'hui nous laisse augurer pour 2016, qui est une année pour l'instant très pluvieuse, avec un printemps extrêmement pluvieux, encore une baisse des consommations. Donc on est vraiment sur une trempe de fond. Et pour vous dire, il faut quand même savoir que, je vous montrerai tout à l'heure les prix de l'eau, il y a encore quelques années, et aujourd'hui encore on nous demande de calculer les prix de l'eau sur une facture type de 120 mètres cubes. Aujourd'hui vous êtes vraiment très loin de ce qu'on appelait il y a une dizaine d'années la moyenne de consommation pour un ménage d'environ 4 personnes. Donc aujourd'hui sur Vic en Bigorre, vous avez une consommation unitaire de 89 mètres cubes. N'oublions pas qu'à l'intérieur de cette consommation viennent également apporter leur surplus, on va dire, augmenter la moyenne, les gros consommateurs que sont la commune, le lycée, l'hôpital, donc qui augmentent artificiellement la consommation unitaire. Si on enlève ces grands consommateurs, on est plus près des 80 mètres cubes aujourd'hui. Donc c'est une tendance de fond qui est à prendre en compte. Vous serez à l'avenir dans un processus de renégociation de vos contrats, sûrement un passage d'une concession à un autre mode de gestion que celui d'aujourd'hui. C'est à prendre en compte au niveau de la constitution des budgets, puisque le budget eau doit être un budget à part. C'est vraiment aujourd'hui une lame de fond qui est à prendre en considération. Voilà pour les chiffres clés. Rapidement, la qualité bactériologique, j'y reviendrai, on est quasiment à 100%, enfin on est à 100% sur la qualité bactériologique et à 95% sur les physicaux, j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'y reviens de suite, je continue. Je pensais que c'était 2 ou 3 diapos plus tard. Donc on est quasiment à 100%. Alors il y a eu une seule analyse non conforme, sachant que cette analyse non conforme en bactériologie a été mesurée en présence de chlore. Donc on ne peut pas avoir et du chlore et des bactéries. Donc l'ARS est revenu faire une mesure. Il n'a pas confirmé la pollution bactériologique. Donc ils l'ont gardé dans le fichier et dans la comptabilisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est proche on est à 100% mis à part. On va appeler ça un problème de prélèvement. Si vous vous rappelez bien, l'an dernier, on avait parlé de nouvelles molécules, notamment de pesticides qui étaient analysés, avec des dépassements qui avaient été observés sur Vic. Cette année, il n'y a pas eu de dépassement. Donc là aussi, on n'a pas véritablement d'explication. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de traitement pour traiter les pesticides au niveau de la station de production d'eau. Il faut quand même s'attendre à une augmentation des analyses, et plus on cherche des molécules, et essentiellement des nouvelles molécules, plus on a les risques d'en trouver. Donc malheureusement, aujourd'hui, on a la chance de ne pas en avoir trouvé sur l'année 2015. Voilà, donc, on nous a présenté un rendement sur la commune de 82%. Ça veut dire qu'il y a quelques fuites, mais donc là vous avez des équipes qui procèdent à des recherches de fuites de nuit.
à partir de compteurs de sectorisation. Donc on a des compteurs qui nous identifient les tronçons qui sont fuyards. On regarde les débits moyens entre 1h et 4h du matin. Et là où on a plus de 1 mètre cubeur, eh bien, on va envoyer ces équipes-là, manœuvrer des vannes et rechercher pendant la nuit les tronçons qui sont fuyards. À partir de là, donc, on va 2 jours passer le corrélateur qui va identifier précisément l'endroit des fuites. Et ensuite interviennent donc les équipes de réparation, comme on a pu voir cette semaine par exemple sur la Ritière ou dans d'autres rues de la commune. Donc le linéaire inspecté avec des recherches par de recherche de fuite a été en 2015 de 7200 mètres linéaires. Nous avons réparé donc en 2014 35 fuites. C'est 2015, pardon. 35 fuites et 23 sur canalisation et 13 sur rebranchement. Notre contrat aussi prévoit d'entretenir le réservoir. Donc là, vous avez eu un agent qui est en train de nettoyer le réservoir de vie qui fait 900 mètres cubes. On peut remarquer qu'au cours des années qui sont écoulées, ce réservoir-là vieillit pas très bien d'ailleurs. On voit qu'il y a du cal un peu partout, qu'il y a des fuites sur la toiture, sur le dôme. On voit aussi dans certains endroits, mais là sur les photos c'est pas très marquant, on voit les ferrailles qui commencent à apparaître et donc qui va nécessiter un traitement assez rapidement de cet ouvrage. Donc voilà pour les faits marquants de la partie eau potable. Je vous rappelle que SOR remet également dans un compte de renouvellement et de travaux une partie de la recette annuelle sous forme d'une dotation sur 2 semestres. La dotation annuelle est d'environ semestrielle d'environ 15 000 €. Donc ce compte de renouvellement et de travaux a été soldé au 31/12/2014 à hauteur de 24 508 €. 2 dotations ont été apportées au titre de l'année 2015. Il n'y a eu aucun travaux de réaliser en vue de travaux importants qui vont être lancés au cours de l'année 2000. Excusez-moi, c'est pas la bonne date, c'est 2014 et 2015. Hein. Ici, donc c'est bien des valeurs 2015 et ici 31/12/2015. Et donc on se retrouve à fin 2015 avec un solde restant de 55 000 € plus une dotation annuelle de 30 000 € qui va permettre à la collectivité. Donc on travaille depuis de longs mois avec les membres de la commission environnement sur les travaux à mener. Et donc à ce jour, les travaux sont parfaitement définis et normalement le compte de travaux va permettre d'effectuer ces travaux. Donc on arrive au niveau du tarif de l'eau potable avec un tarif en 2015, une partie abonnement de 83,44 € en augmentation de 0,61%, une part variable de 1,6222 €, là aussi en augmentation de 0,61%, les taxes de l'agence de l'eau qui sont passées de 0,39 à 0,4051, une augmentation de 3,87%, et une TVA à 5,5% qui nous ramène la facture 90 mètres cubes, donc je ne l'ai pas calculé volontairement sur 120 mètres cubes, mais sur 90 mètres cubes pour s'approcher le plus de la réalité de Vic en Bigorre, donc une facture 90 mètres cubes qui s'élève à 280,52 €, en hausse de 1,04% par rapport à l'année 2014. Ce qui revient, si on rapporte ça sur 365 jours, une consommation d'eau unitaire qui coûterait aux environs de 80 centimes par jour pour une famille de 4 personnes. Donc par personne, entre 15 et 20 centimes pour avoir l'eau à la maison. La partie assainissement. Donc une fois qu'on a distribué l'eau aux usagers, les usagers qui sont raccordés à l'assainissement collectif renvoient ces eaux via le réseau d'assainissement des postes de relevage jusqu'à la station d'épuration, une station d'épuration qui fait 7500 équivalents habitants, qui est parfaitement conforme aujourd'hui en termes de taille aux besoins de la collectivité. Les eaux sont transportées jusqu'à cette station via 41 km de réseau
et 7 postes de refoulement. Les nombres de clients facturés sont également en légère augmentation. Les volumes épurés, par contre, sont en forte baisse, passant de 399 000 à 373 000. Ceci étant directement lié à la météo. On a eu un printemps et un été, comme je vous l'ai dit, sec, beaucoup plus sec que l'an dernier. Moins d'eau parasites sont rentrés dans les réseaux d'assainissement. Et donc, on a eu à traiter moins d'effluents au niveau de la station d'épuration. L'autosurveillance. Donc, il faut savoir que votre station est soumise à un arrêté préfectoral de rejet, qui d'ailleurs a évolué au cours de l'année 2015 et qui nous oblige à faire des mesures entrée-station, sortie-station pour voir l'efficacité de cette station d'épuration. Ce sont des mesures qui sont effectuées en autocontrôle, c'est-à-dire que c'est SOR qui effectue les prélèvements. Ensuite, on envoie ces échantillons en laboratoire agréé. Et il faut savoir qu'une fois par an, il y a un organisme de contrôle qui vient vérifier le bon protocole de réalisation de ces bilans 24 heures. Donc 12 bilans 24 heures sont obligatoires sur votre collectivité et les 12 bilans ont été conformes. Donc, un bilan par mois, entrée-sortie sur 24 heures. Les 12 bilans ont été conformes. Il faut savoir que votre arrêté préfectoral de rejet a été modifié suite au classement de l'Échez comme une rivière dite sensible. Donc à ce jour, nous n'étions contrôlés que sur les 3 paramètres que sont les matières en suspension, la DCO et la DBO. Et donc la DDTM, aujourd'hui, a modifié cet arrêté de rejet. Et nous serons également contrôlés sur les années à venir, sur le phosphore et sur l'azote. Donc il faut savoir qu'à ce jour, votre station n'est pas capable de traiter l'azote et le phosphore. Et vous verrez que via le compte de travaux, on a proposé des améliorations à la collectivité pour pouvoir traiter de manière rapide et efficace le phosphore et l'azote. Même si c'est un traitement qui, à ce jour, est effectué à titre temporaire suite à un accord avec la police de l'eau pour vérifier l'efficacité de ce traitement-là. En termes de consommables, votre station d'épuration nous utilisons sur votre station d'épuration des produits chimiques que sont l'acide sulfurique, l'eau de javel et la soude pour le traitement de l'air, car il faut savoir que la totalité du hangar à boue où sont stockés les boues d'épuration est désodorisée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune nuisance olfactive au niveau de la station d'épuration. Et pour traiter les boues, on utilise de la chaux pour tout simplement stopper les processus de fermentation. Donc on utilise quand même plus de 10 tonnes de chaux par an, ainsi que des polymères. En termes d'énergie, votre station consomme plus de 300 000 kWh par an. Les sous-produits, donc sur une station d'épuration, on traite l'eau, on rend l'eau totalement conforme au milieu naturel. Il faut savoir qu'il reste des déchets qui, eux, sont à traiter d'autres façons, donc à savoir les boues d'épuration, c'est le déchet ultime de la station d'épuration. En fait, c'est un concentrat de la pollution qui est traité par épandage. Et nous avons épandu cette année via un plan d'épandage agréé en préfecture et suivi par la Chambre d'agriculture, 107 tonnes de matière sèche. Également ont été traités au niveau de la station d'épuration 8 mètres cubes de graisse sur l'année qui ont été envoyés en décharge, ainsi que des refus de dégrillage à hauteur de 5 tonnes, ainsi que des sables à hauteur de 4 mètres cubes. Vous voyez sur les photos, c'est la partie épandage des boues de la station d'épuration qui est évacuée avec des tonnes qui sont étanches et qui sont acheminées sur les terres sur lesquelles on va épandre ces boues. Donc on voit un tracteur avec donc une tonne et puis on voit un engin qui permet carrément d'épandre dans le sol sans qu'il y ait de nuisance olfactive puisque c'est enterré par des griffes directement dans le sol. Nous avons également fait de l'hydrocurage préventif à hauteur de 3910 mètres sur le réseau. Nous avons réalisé 55 interventions ponctuelles de débouchage sur les branchements de réseau et nous avons fait des inspections caméra sur le réseau.
Alors, sur la steppe, dont la 2014 a été très pluvieuse, une augmentation du volume arrivant sur la station. En 2015, donc, il y a eu une baisse des eaux traitées, une limitation du débit entrant par la création d'un bypass à l'entrée de la station. Nous avons réalisé 13 bilans, dont 100% étaient conformes. Le contrôle de l'autosurveillance a été réalisé par un laboratoire indépendant et il a été conforme. Il y a eu donc une très forte variation de la charge entrante. La charge hydraulique en 2014 était de 84% et la charge polluante des BO5 était de 53%. Pour 2015, la charge hydraulique était de 77,83% et la charge polluante en DBO5 était de 48,58%. Je vais passer rapidement sur cette diapositive qui démontre juste que votre station d'épuration a des taux de charge à la fois hydraulique et organique qui sont très fluctuantes au cours de l'année. Autant on peut comprendre les variations de charge hydraulique, c'est-à-dire s'il pleut, on récupère plus d'eau à la station d'épuration. On aimerait en récupérer un peu moins. On y travaille. Par contre, en termes de charge polluante, ça fait plusieurs années qu'on le constate. On a des grosses différences au cours de l'année. Alors, on peut imaginer que lorsque le lycée n'est pas là en période scolaire, la charge polluante baisse. Mais les pics ne sont pas spécialement observés au moment des vacances scolaires. Donc aujourd'hui, on a des très très fortes variations au niveau de la station d'épuration qu'on a du mal à expliquer, mais qu'on essaye de suivre année après année. L'effet marquant pour l'année 2015, ça a été de nombreuses réparations sur la station d'épuration, qui est quand même un ouvrage fragile. Un renouvellement de la vanne manchon d'extraction, un renfort du châssis du pont brosse numéro 2, donc c'est des travaux qu'il faut faire régulièrement. La réparation du bras racleur du racleur à graisse, le renouvellement de l'oxymètre du bassin d'aération, le renouvellement de la pompe du puits et la validation de l'autosurveillance par un laboratoire du labo des Pyrénées. Là, vous pouvez voir les photos de la réparation du châssis du pont brosse. Donc, il faut faire appel donc, à une grue qui va venir déposer le pont brosse. Et sur la photo de droite, vous voyez toutes les pales qui permettent d'aérer le bassin d'aération. Et ces pales-là nécessitent régulièrement des remplacements et également des remplacements aussi des roulements au niveau des axes. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, des travaux d'amélioration sont entrepris au niveau de la station d'épuration avec un dossier qui a été déposé au niveau de l'agence de l'eau pour le traitement du phosphore et de l'azote. Là aussi, pour faire rapide, traitement de l'azote, on traitera l'azote via une augmentation de la capacité d'aération de la station d'épuration et le phosphore via l'injection de chlorure ferrique qui permet de traiter le phosphore. Des propositions d'amélioration sont également envisagées au niveau de la modernisation de la station d'épuration. Je pense que les gens qui sont présents chaque année doivent voir régulièrement les mêmes photos du pont brosse que l'on sort régulièrement chaque année, comme le traitement des graisses. Aujourd'hui, vous avez une station qui fonctionne parfaitement bien, mais qui demande énormément de maintenance. Et donc, pour les 10-15 années à venir, dans les 10-15 années à venir, il faudra vraiment penser à l'amélioration de cette station d'épuration, qui, je rappelle, fonctionne parfaitement bien. L'effet marquant, donc, comme tout à l'heure disait mon collègue, il y avait donc une charge hydraulique qui était importante sur la station d'épuration, qui était en entrée de station d'épuration. Donc comment éviter cela, comment améliorer cela? C'est tout simplement en cherchant des eaux parasites sur le réseau, par des tests à la fumée, par des passages à caméra, pour pouvoir identifier des tronçons à réalibilité. L'accent s'est porté plus sur la partie rive gauche de l'Échesse, où il y a eu donc pendant les nappes hautes de forts problèmes d'eau en charge, de réseau en charge, qui posaient des problèmes chez les particuliers. Et donc nous avons passé ces tests sur le chemin des Américains, au chemin Pletchot, au chemin Clos, à l'avenue des Acacias, au chemin de Suzac, au lotissement Bourdeux, au lotissement de Primevère et au lotissement des Arcades. Nous avons eu aussi un problème d'approvisionnement en électricité sur le poste de la Montagnière. Et donc, comme c'est un poste qui est très sollicité, qui a beaucoup d'eau qui arrive dans ce poste, nous avons déployé un groupe électrogène pour pouvoir pallier au manque d'électricité.
Là, vous avez donc un schéma sur un poste, un schéma en coupe d'un poste, et vous voyez les interventions qu'ils peuvent avoir pour travailler sur le poste. Il y a des agents qui descendent dans le poste aussi bien sur la station d'épuration que sur d'autres postes pour pouvoir travailler sur les pompes qui sont en dessous. Pour faire cela, nous mettons un ballon obturateur sur l'arrivée d'eau et l'agent donc intervient sur la plateforme. Il peut arriver donc à voir donc le ballon obturateur qui peut se déconnecter et venir mettre en danger le personnel qui travaille dans le poste. Le but, la proposition d'amélioration est de mettre ici une vanne et non pas un ballon obturateur pour véritablement mettre nos agents qui interviennent en position de sécurité. Voilà un exemple de poste de relevage, celui des Kérossignols, qui nécessiterait la mise en sécurité ainsi qu'une reprise du refoulement, ainsi que la mise en place de la télésurveillance et un changement de leur relais. Excusez-moi de vous interrompre juste un instant, parce qu'on a un conseil municipal très chargé et que je pense que les questions sont probablement plus vivantes. Est-ce que vous pouvez terminer Donc je termine. Voilà, exactement. Le compte de la partie assainissement est aujourd'hui bénéficiaire. Là aussi, des projets sont prévus. Les tarifs pour la partie en évolution de un peu moins de 1%, à hauteur d'une facture 90 m3 de 280,55 €. Ah mais c'est parfait, c'est parfait. Mesdames, Messieurs, les adjoints, les conseillers, avez-vous des questions sur ce rapport? D'abord, merci de ce rapport exhaustif, complet et assez concis quand même, puisque finalement, c'est la difficulté. Voilà, c'est la difficulté de l'exercice, de dire des choses suffisamment précises pour qu'elles évoquent et qu'elles soient justes et comprises. Mais maintenant, je pense que peut-être les conseillers ont des questions. Madame Boiry. Vous pouvez nous rappeler depuis combien d'années vous alertez la collectivité sur l'état du château d'eau? Alors, le château d'eau souffre depuis plusieurs années et ça doit faire environ 4 ou 5 ans qu'on signale effectivement que le château d'eau commence à souffrir. Il faut savoir qu'au niveau du château d'eau, au niveau de la station de production, on injecte du chlore gazeux. Lorsque ce chlore gazeux arrive au niveau du château d'eau, il se dégaze légèrement. Et donc il y a des émanations de chlore qui, au fur et à mesure des années, on va dire que le génie civil est de plus en plus attaqué. Donc ça doit faire maintenant 4 ou 5 ans que l'on signale effectivement les dégradations au niveau du château d'eau. Une étude est en cours par le bureau Prima pour évaluer les travaux à réaliser. Oui, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Penn. Si j'ai bien entendu votre rapport, l'autre point sensible, c'est notre station d'épuration. Donc, avec sûrement, si mes souvenirs sont bons, on est un équivalent de 7000 habitants, avec un système plus ou moins obsolète, particulièrement le système de lamellaire qui sera peut-être un investissement lourd à prévoir dans les quelques années. Donc effectivement, on est sur une technologie qui est obsolète, qui a aujourd'hui une vingtaine d'années. Il faut savoir que ça nous demande de très gros efforts au niveau de l'exploitation pour arriver à l'exploiter. Il y a effectivement des investissements qui doivent être envisagés pour pérenniser vos installations et surtout pérenniser la qualité de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les arrêtés préfectoraux sont de plus en plus restrictifs. L'Europe met son nez là-dedans, la police de l'eau également, on est de plus en plus suivi. Donc aujourd'hui, effectivement, les normes deviennent de plus en plus restrictives. Il faudra envisager des choses sur la partie traitement de l'eau. Voilà. Aussi bien sur la partie qu'on appelle filière eau, les bassins d'aération, le bassin de décantation, mais également sur la filière boue. En termes de calendrier, ça veut dire, puisque là on est en train de s'engager sur une nouvelle période qui va aller jusqu'en 2023, est-ce qu'il faut l'inclure dans cette période-là ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui peut concerner, puisqu'il y aura un transfert de compétences par la suite sur l'intercommunalité, est-ce qu'on peut attendre ce transfert de compétences ou est-ce que vous nous recommandez plutôt d'agir entre-temps? Alors la problématique des stations d'épuration est souvent liée au réseau en amont. Si aujourd'hui vous voulez bénéficier
d'aide et de subvention de l'agence de l'eau, ils vous demanderont de toute façon d'avoir ce qu'on appelle un schéma directeur au niveau de votre commune. Alors, est-ce que ce schéma directeur doit être fait au niveau uniquement de Vécamp-Bigorre ou bien au niveau de l'intercommunalité? C'est plutôt l'agence de l'eau qui le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je vous engage à lancer ce schéma directeur. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de schéma directeur, pas d'investissement. De toute façon, l'agence de l'eau le comprend, etc. La seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est des baisses de ce qu'on appelle des primes à l'épuration, qui existent déjà aujourd'hui. Après, bien évidemment, le plus tôt sera le mieux, mais dans les 4-5 ans à venir, je ne pense pas. Mais il faudra s'en préoccuper. Avec, comme tout type d'installation, c'est des risques que l'on prend. Voilà. Bien sûr. Mais aujourd'hui, encore une fois, on est conforme à la réglementation. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Fratta. Je pose assez régulièrement une question, c'est est-ce que le paratonnerre est toujours en activité sur le château d'eau ou est-ce qu'il n'y est plus? Alors bon, ça fait 2 ans qu'il me pose cette question assez régulièrement et je voudrais savoir pour lui dire. Il m'a également posé la question. Ou qu'il lise ça lui-même sur le compte rendu. Il me le demande toujours avec un sourire, mais il me pose toujours la question. Et le paratonnerre, où il est passé? Parce qu'il semblerait que de temps en temps, il ait quelques soucis avec les moteurs de son portail électrique. Qui prennent de la foudre au lieu Voilà. du paratonnerre. Où est le paratonnerre? Bon, alors, je dirais qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'antennes qui étaient sur le château d'eau, qui ont été déposées par les différents opérateurs. À ma connaissance, le paratonnerre n'a pas été démonté, mais j'irai personnellement le vérifier. Pour moi, il est toujours en place. En tout cas, le chemin de cave n'a pas été déposé, en tout cas. Vous nous ferez un retour là-dessus, comme ça on pourra faire à notre tour un retour. Une autre question? René Noguer, je vous prie de l'excuser de son absence, puisque c'est lui qui est leader sur ce sujet. Mais donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie vivement pour cette présentation. Et on va pouvoir, en votre absence, voter donc ces 2 rapports. Merci beaucoup. Si quelqu'un voulait bien appuyer sur le bouton lumière. Bon. Bien. Ces messieurs de la SOR étant maintenant partis, nous allons pouvoir procéder au vote du point numéro 2, donc qui consiste à approuver les rapports de gestion donc, qui nous ont été présentés. Il faut également dire 2 mots sur le fonctionnement de l'agence de l'eau, notamment sur le fait que les communes doivent, les ménages facturent leur eau aux communes, qui elles-mêmes doivent donner une partie de ces ressources à l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, par ailleurs, redistribue une partie de ces ressources pour aider, notamment pour VIX et sur le phosphore et l'ammonium, à l'amélioration des réseaux. Sur ces 2 rapports, pas de questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Rapport adopté à l'unanimité. Point numéro 3, la décision modificative numéro 1, Madame Boiry. Alors, la décision modificative a été vue en commission des finances du 16 juin 2016. Elle concerne uniquement le côté investissement en produit un montant de 392 qui est essentiellement affecté aux travaux de voirie pour 207 000 €.
et le même montant en fonctionnement qui représente une dotation de l'État à hauteur de 117 000 euros et 175 000 euros de vente de cession de produits de cession. Y a-t-il des questions? Des oppositions? 3 oppositions. 4. 4 oppositions. Donc, merci de lever les deux mains du coup. Ce point est adopté. Point numéro 4 sur l'emprunt inscrit au budget 2016, c'est encore Madame Boiry, le rapporteur. Comme nous l'avons vu au budget primitif et comme ça a été étudié à la même commission des finances, la commune a fait une consultation bancaire pour un prêt en 2016 d'un montant de 350 000 euros. Et suite aux 3 offres reçues, la commission des finances s'est prononcée pour retenir la Banque populaire occitane pour donc un montant de 350 000 euros pour une durée de 180 mois à un taux de 1,45% sur une périodicité trimestrielle et avec des frais de dossier de 700 euros. Donc, Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. Point adopté. Étant donné les problèmes d'électricité, nous allons continuer le chapitre finances locales, puis nous interromprons le conseil municipal pour trouver une solution de manière à ne pas essayer de pas le terminer à la bougie. Point numéro 5 sur les subventions aux associations. Je donne la parole encore à Madame Boiry et je dirai quelques mots. Donc la commission des sports en date du 14 juin et la commission des finances en date du 16 juin s'est prononcée sur les subventions aux associations pour un montant total de 86 280 euros. Depuis un fait particulier, ces produits, et je vais peut-être donner la parole à Monsieur le maire. Oui, très bien. Simplement, 2 points sur ce point numéro 5. Le premier, c'est que nous allons sortir de ce vote sur les subventions la subvention qu'il était prévu d'octroyer à l'USV. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que le club ait des interrogations sur ses capacités à pouvoir présenter une équipe l'année prochaine. Pour diverses raisons. Je n'ai pas encore reçu le président, je devrais le recevoir normalement jeudi matin. Ils ont une réunion demain et il est clair que c'est une subvention assez importante de mémoire, c'est 24 000 euros. Donc il est clair que si le club ne devait pas présenter d'équipe, la subvention ne serait pas de ce montant-là. Néanmoins, nous voterons quand même la subvention sur l'école de rugby et sur l'entente sur ce point. Par ailleurs, je ne prendrai pas part au vote puisque je fais partie de l'exécutif d'une association étant président de l'Office du commerce. Et, ainsi que Patrick Roucault et Jean-Paul Penn. Donc je vous propose de voter pour un montant de subvention à hauteur de 62 280 et comme les années précédentes, le différentiel sera octroyé dans le cadre des subventions complémentaires au mois de décembre. Pour compléter le point précédent, l'ensemble des membres de bureaux d'associations ne devraient pas prendre part au vote. Donc je crois, si je ne m'abuse, qu'il y a aussi Corinne Carrère au bureau du tennis. Y a-t-il d'autres personnes, membres de bureaux d'exécutifs d'associations, y compris dans les gens qui ont donné procuration? Non? Très bien. Y a-t-il donc des questions sur attention? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
Je vous remercie. Les subventions aux associations vicoises ont été votées. Point numéro 6. Là, il s'agit d'un point qui revient tous les ans, c'est l'appel à cotisation pour l'association départementale des maires, Madame Boiry. Je vous propose, comme tous les ans, de voter la cotisation à l'association départementale des maires qui s'élève pour l'année 2016 à 209,14 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vais donc maintenant suspendre le conseil municipal pendant... Il est 42 à 50